à la journée quand on pense à la journée de la Terre, on se dit toujours que c'est quelque chose qui est pas pour nous. C'est pas de notre génération. Alors, je pense que de plus en plus, ça change. Je me souviens dans les années 90, quand j'étais à l'université, on parlait de réchauffement climatique, on parlait des changements, de la pensée sociale liée à la préservation des éléments environnementaux. Et déjà à l'époque, on parlait de globalisation des marchés, mais jamais dans un contexte de développement de l'environnement et de préservation de l'environnement. C'était surtout dans un contexte de développement acharné de l'économie. Et je réalise que 30 ans plus tard, les choses ont changé drastiquement. Donc, la pensée sociale continue de changer, mais on est encore loin de l'apogée. Donc, des rencontres comme aujourd'hui, si petites soient-elles, sont très importantes pour nous au RGA et spécialement pour moi. Alors, bonne rencontre. Merci Marc. Donc je vais sans plus tarder là. euh, on va commencer notre activité. Donc on sait que cette journée là, elle a lieu quelques semaines après le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, qui urge les parties prenantes à stopper l'augmentation des émissions CO2 avant 2025, donc moins de 3 ans, et d'inverser la tendance d'ici 2030. Donc, on va commencer par donner la parole à Monsieur Luc Lorty pour la première présentation et comment Costco entreprend justement ce virage vert. Donc, je vais donner le. Donc, c'est bon, Luc, tu peux présenter et commencer là, partager ton écran. J'essaie de le trouver, Marouane, mais c'est de voir où, là, exactement. Il y a partager l'écran en bas. Bon. Et par la suite, ici. Est-ce que vous voyez l'écran correctement? C'est correct? Oui. Oui. OK. Est-ce que je dois le mettre dans le mode de présentation, Marouane, ou non? Oui, oui. Un peu mieux pour vous comme ça. Là, on voit juste ton bureau. D'accord. Comme ça va mieux? Il faudrait peut-être choisir une autre fenêtre pour mettre la présentation. Parce que là, on voit juste le bureau avec l'image là de la plage. Ah. Ça va? Ouais. Oui, là, c'est bon. Parfait. OK. Bonjour aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler un peu de l'environnement RGA aujourd'hui. Mon nom est Luc Lorty, directeur environnement et développement durable pour Costco. Ça fait, en quelques semaines, ça va faire 15 ans. Ça a passé quand même assez vite. J'ai fait mes études il y a maintenant plus de 30 ans, un peu comme Marc, parce que je pensais que l'environnement, c'était pour être quelque chose d'important d'ici une couple d'années. Mais ça a pris quand même beaucoup de temps avant de. C'était fort pour les matières premières, pour les gros projets de pipeline, et ainsi de suite, donc, qui ont suivi pendant une vingtaine d'années. Moi, c'est surtout mon parcours, c'était ça. Et quand ça a commencé à frapper le monde des retailers, le monde du détail, c'est là que je m'ai joint à Costco pour développer la discipline pour eux. Donc, je suis très fier de travailler pour Costco, une très bonne compagnie. Et on a appris beaucoup de choses dans les dernières années. Et en ce moment, on a commencé plutôt avec l'emballage. Par la suite, on a été vers le côté énergie, le côté empreinte écologique, de réduire ça pour les opérations. On a maintenant 105 différents entrepôts à travers le Canada. Et là, en ce moment, c'est un peu dans tous les sens. Parce que là, les actionnaires veulent absolument que les grosses compagnies, comme Costco, entre autres, mesurent leur empreinte écologique pour nos opérations
pour qu'est-ce qu'il achète et qu'est-ce qu'il vend. Et ça touche plusieurs domaines maintenant. Donc, je n'ai jamais vu le domaine aussi chaud qu'il est maintenant, que moi, j'adore. Mais c'est pour vous dire que ça prend du temps avant que l'environnement prenne une ampleur semblable. Que les actionnaires des grosses compagnies maintenant exigent que les mesures soient prises pour les opérations et l'effet sur la planète. Et ça a changé énormément pour Costco, nous, dans les derniers 6 mois, que nos actionnaires, ça c'est l'information publique que je partage avec vous, nous ont dit qu'on devait faire plus pour mesurer notre empreinte écologique, même si ça fait depuis 2007 qu'on mesure notre empreinte écologique. Donc ça veut dire non seulement nos opérations, mais aussi nos fournisseurs. Et c'est ça la prochaine étape pour Costco, en gros. Là. Ça va être de mesurer non seulement notre empreinte des opérations, mais aussi des fournisseurs. Ça, c'est quelque chose qu'on développe en ce moment. Donc, je n'ai pas énormément d'informations là-dessus pour vous aujourd'hui, parce que c'est chaud en ce moment, c'est ce qu'on est en train de développer. Mais c'est ce que beaucoup de nos concurrents et je dirais tout le secteur est en train de regarder ça en ce moment. Donc, je vais partager avec vous quelques éléments qu'on travaille dessus qui, naturellement, va frapper notre empreinte écologique, le transport, l'emballage, la réglementation, l'innovation, les opérations, je vais toucher là-dessus. La communication, qui est aussi plus importante maintenant que jamais en environnement, et la responsabilité aussi de nos membres. Est-ce que nos membres ont une responsabilité une fois qu'ils achètent quelque chose de Costco, justement? Donc, je voulais frapper un peu là-dessus. Donc, nos préoccupations maintenant, c'est surtout la chaîne d'approvisionnement et le coût de transport. Parce que, comme vous l'avez vu souvent, que ce soit avec les navires, que ce soit avec les ports, que ce soit le transport routier, ça devient très important. Vous avez vu que pendant le COVID, ça a frappé plusieurs industries et les coûts sont 2, 3, 4 fois plus que c'était avant d'apporter un item d'un pays à l'autre et finalement qu'il soit en vente dans nos entrepôts. Donc, ça nous a donné quand même un très bon coup de pouce côté environnement. Parce que pour réduire l'emballage et pour rentrer dans l'éco-conception, si on veut, de chaque emballage, maintenant, on regarde de plus en plus tous les emballages dans tous les départements pour s'assurer qu'on peut les réduire si on peut, surtout lorsqu'on a des items, on va dire, medium ou haut volume. Parce que si on réduit l'emballage et on en met beaucoup plus d'items sur une palette, c'est sûr que ça va réduire notre empreinte écologique, réduire les coûts en même temps pour le transport. Donc, ça devient très important pour Costco a à peu près, à un moment donné, 3500 items à peu près dans un entrepôt à la fois. Nos concurrents, on va dire Canadian Tire, Walmart, par exemple, eux, ils ont au-delà de 100 000 items dans leur magasin. Donc, le modèle de Costco est un peu plus simple dans ce sens-là. Donc, on est très, très efficace. Tout fonctionne à base de la palette. Donc, on n'a pas des gens qui mettent des items sur les étagères. On rentre des palettes, on met la palette qui est prête. On enlève tout simplement le plastique ou le shrink sur la palette et la palette est à vendre. C'est comme ça que ça fonctionne pour la majorité des items à Costco. Donc, c'est des opérations très, très efficaces au départ. Au départ, on a beaucoup d'emballages en vrac. Donc, c'est vrai que par rapport à un item plus petit, on a beaucoup moins d'emballage au départ. On n'a jamais eu des sacs, par exemple, à la sortie. Donc, pour nous, on a été quand même efficace, ça fait un bon moment. Mais là, c'est une question de mesurer et de partager ces mesures-là. On est moins habitué à faire. On est plus habitué à... On a un modèle quand même assez humble. On ne fait pas de marketing du tout. Les gens savent Costco, ils rentrent dans Costco, ils en parlent et ça finit là. C'est des entrepôts assez simples.
Donc, c'est notre mode d'opération. C'est ça que c'est. Donc, pour nous, la palette et le transport, ça frappe très, très fort maintenant. Donc, si on peut enlever 1 pouce ou 2 pouces, ça fait une grosse différence. Si on peut mettre 2 rangées d'items dans un container qui va sur un navire, ça fait une grosse différence. Donc, pour ça, j'ai beaucoup d'aide en ce moment lorsque je demande pour avoir un emballage plus écolo, plus petit. C'est bon non seulement pour l'environnement, mais évidemment qu'en ce moment, c'est très, très fort pour le business en même temps. Donc, c'est très vendeur. Sur le côté, on va dire, réglementation, le plastique à usage unique, c'est quelque chose qui rentre en jeu et aussi le montant de matière recyclée dans les produits, c'est quelque chose que le gouvernement Trudeau vise. Probablement cet été, ça va être adopté et à la fin de l'année aussi pour avoir de l'emballage, différents emballages pour, on va dire, le take-out, ça va frapper plusieurs petites entreprises à Ottawa et à travers le Canada. Donc, les sacs vont être remplacés ou avoir des coûts sur des sacs dépendant qu'est-ce que la réglementation va dire à la fin dans les détails. Tout ce qui est fourchette, couteau, tout ça, le plastique, ça va être banni. Le styrofoam, c'est probablement le morceau là, le plus important qui va être banni. Donc, pour les petites entreprises. Donc, nous, la question qu'on se pose lorsqu'on travaille en développement durable, c'est pas est-ce que ça, c'est mauvais pour la terre, on va dire, ou est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Sauf que ce qui est aussi important, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain. Et très souvent, ce n'est pas discuter qu'est-ce qui est fait le lendemain. Qu'est-ce qui va remplacer ces choses-là? Et donc, ça, c'est notre travail la majorité du temps, c'est essayer de voir, par exemple, à base de sugarcane pour quelque chose de compostable, pour remplacer ces choses-là qu'on utilise tous les jours. Les pailles, mais les choses que les gens oublient souvent, c'est que lorsqu'on met une paille en plastique, une paille en papier, une paille compostable, et on met ça dans les poubelles, la paille ne va pas composter. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça prend un récepteur ou un réceptacle, c'est en anglais plutôt, là, mais une poubelle verte où ça va être apporté pour faire du compost avec vraiment, c'est des composts industriels, ce n'est pas des composts derrière la maison. Donc, avec ça, on oublie souvent, c'est quelque chose qu'on doit faire attention, c'est de dire, bon, on fait la bonne chose côté politique et environnemental pour sauver surtout tout ce qui est le côté marin. Mais des fois, pour faire facile en termes de politique, on va aller chercher on va aller bannir ces choses-là sans discuter qu'est-ce qui va arriver le lendemain. Et nous, c'est surtout ça notre préoccupation. On vend beaucoup de ces items-là. Ça va être banni pour la vente et non seulement pour l'utilisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Je pense qu'une des bonnes réglementations qui se prépare, c'est d'avoir plus de matière recyclée dans les emballages qu'on utilise. Donc, je crois que c'est 50% par 2030. C'est le target en ce moment du gouvernement fédéral. Et c'était adopté dans d'autres pays. Donc, on sait que ça risque d'avoir une bonne chance d'arriver. Mais si on n'a pas de la bonne infrastructure à travers le Canada pour recycler ces items-là, où est-ce qu'on va aller chercher la matière recyclée exactement? Donc, ça va être un défi. Et aussi, si on a à moitié des emballages qui sont faits de matière recyclée, le coût va être quand même assez élevé. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est Costco, c'est lever des prix. C'est assez difficile en ce moment avec tout ce qui arrive avec l'inflation, sans avoir des emballages qui vont coûter plus cher aux consommateurs et n'auront pas de traitement le lendemain. C'est ce qui nous préoccupe comme quelqu'un qui travaille en environnement. Voici, je trouvais que c'est un bon exemple local. C'est une compagnie qui s'appelle Club Coffee de Ottawa. Ils ont aussi un bureau à Toronto. Donc, eux, ils nous ont proposé un remplacement pour les sacs.
Les sacs que vous voyez à droite, ça a plusieurs lisières pour faire ces sacs-là. Donc, il y a par exemple 7 différentes sortes du métal, il y a toutes sortes de lisières dans ce plastique-là. Donc, on appelle ça un plastique numéro 7, qui n'est pas recyclable. Tandis que Club Coffee nous a proposé un emballage qui est fait en carton et qui est capable d'avoir de garder l'oxygène. Et on sait que c'est très difficile avec le café d'assurer que la fraîcheur reste dans l'emballage. Donc, si c'est bon pour le café, c'est bon pour plusieurs applications. Donc, c'est ce qu'on a vérifié. Ça a pris quand même 1 an pour apporter ça au marché, pour voir comment ça fonctionne. Et vous pouvez voir que à droite, que ça va montrer beaucoup mieux sur une palette. On n'a pas besoin de carton pour faire le tour de tous ces sacs-là. Et les sacs sont souvent juste pour la présentation dans l'entrepôt. Les sacs sont un peu partout. Les gens prennent un sac, ça ne reste pas tout droit, ça ne reste pas tout. Et on va en capable d'en mettre beaucoup plus sur une palette en même temps. Donc, plus recyclable, on est capable de mettre plus sur la palette, on va sauver sur le transport, ainsi de suite, comme j'ai dit à l'introduction. C'est ce qu'on vise et quelque chose de naturellement à très, très haut volume. Donc, si ça marche bien pour celui-là, on risque de faire plusieurs items avec un emballage qui va dans notre bac bleu, qui est complètement recyclable. Et je pense qu'il fonctionne mieux dans tous les sens. Et aussi, c'est important à le dire pour les gens d'affaires, c'est que c'est exactement le même prix. Donc, souvent, on va se dire que les sacs, c'est pas cher, donc on va utiliser les sacs. Mais lorsque c'est un sac qui est quand même exigeant avec plusieurs lisières, souvent, il y a des options. Et il y a souvent plus une façon d'améliorer un emballage aussi. Je vais frapper un peu ces opérations. Comme j'ai dit tout tantôt, vous pouvez voir qu'en bas, c'est les images avec les nouvelles lumières qu'on a mis en place il y a quelques années. Et c'est des lumières avec un ballast électronique. Donc, ça veut dire que quand il y a plus de lumière qui rentre dans l'entrepôt, vous pouvez voir ici que nous avons plusieurs puits de lumière là, qui sont installés. Ça, c'est la nuit, donc, ou très tôt le matin, donc vous ne voyez pas vraiment le soleil qui rentre. Mais avec un ballast électronique, on était capable de plus de soleil qui rentre, plus que la lumière diminue. Donc, ça aussi, ça a sauvé beaucoup. Quelques places, je pense que le plus qu'on a eu, c'est 65 %, mais on va dire que 50 % c'était la norme pour sauver, pour les lumières. Donc, ça sauve non seulement le côté empreinte écologique, mais surtout sur les coûts. Donc, pour nous, ce qu'on aime faire, c'est toujours marier ces deux-là. Lorsqu'on réduit notre empreinte écologique, c'est aussi bon pour la business. C'est non seulement pour être vert, c'est qu'on fait les deux en même temps. Et ça, c'est à peu près tous les projets qu'on fait. Donc, vous allez voir que nous autres, l'empreinte écologique pour nos opérations, c'est quand même assez simple parce que c'est une structure très simple qu'on a. Lumière, réfrigération, chauffage climatisé et les déchets qu'on produit. Donc, les déchets qu'on produit, on a focalisé beaucoup dans les dernières années sur surtout les dons alimentaires. Ça a commencé avec le COVID parce que c'est sûr et certain que les gens qui ont perdu leur emploi, il y a beaucoup de demandes pour plus de manger. On a focalisé là-dessus et on a augmenté nos dons en ce moment. Ça roule à peu près dans le 25 %. C'est quand même pas rien. Ça, c'est pour très bonne bouffe, en très bonne qualité et en bonne quantité qu'ils peuvent utiliser, incluant la protéine aussi qui manque souvent pour les centres, les organisations pour les denrées. Donc, on travaille avec 422 organisations à travers le Canada. Donc, ça veut dire à peu près 4 ou 5 pour chaque entrepôt. Les lumières, j'en ai parlé. Et là, on regarde en ce moment comment, avec notre partenaire Auto Hydro, parce que notre maison mère est ici à Ottawa, et Auto Hydro, je suggère fortement d'utiliser leurs spécialistes et leurs ingénieurs. Ils nous ont grandement rendu service lorsqu'on a travaillé avec eux.
non seulement pour avoir des appuis financiers où est-ce que c'était disponible, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, étant donné que beaucoup des lumières sont maintenant faites avec le DEL ou le LED, comme on dit, par rapport aux autres. Mais c'est un partenaire quand même très, très important pour non seulement raisons financières, ça peut aider. Ce côté-là, ça dépend des années, vraiment, s'il y a des subventions disponibles ou non. C'est surtout pour le savoir-faire. Et le partenariat avec les ingénieurs d'Hydro-Ottawa, c'est quelque chose qui nous a vraiment ça a valu beaucoup. Donc, je trouvais que c'était important de le mentionner. Et en ce moment, on est en train de regarder pour les 3 secteurs principaux. Là, on regarde encore les lumières, la climatisation, le chauffage et la réfrigération qu'on a augmenté les dernières années. Vous avez vu quand vous allez magasiner chez Costco qu'on a augmenté notre réfrigération. Donc, là, je suis en train de regarder justement avec Hydro-Ottawa pour regarder à notre entrepôt, un entrepôt local, pour mesurer tout et voir si, encore une fois, est-ce qu'il y a des ajustements à faire pour être capable d'être plus écolo de ce côté-là. Et encore une fois, c'est bon aussi pour la business. Donc, pour notre site Internet, on a quelques images. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, on n'est pas très fort sur la communication. Ce n'est pas vraiment dans notre DNA pour nous, parce que c'est surtout de bouche à oreille pour les entrepôts, ça a toujours été vraiment pour Costco. On devrait en faire plus de communication là-dessus, mais on a fait une page pour le Canada. C'est, je ne sais pas si vous voyez mon indicateur, là, mais si vous allez en bas de Costco.ca, vous allez voir qu'il y a un engagement en matière de développement durable. Sur cet engagement-là, vous frappez l'image à droite et il y a un lien juste en haut là, qui est en bleu. Et ce lien-là vous donne tous les politiques de Costco globalement. Il y a plusieurs politiques pour qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter, les matières organiques, pour protéger les animaux, le chocolat, on a plein de programmes. Là, ça prendrait longtemps à tout discuter de ça. Mais ça va de l'approvisionnement jusque le transport, jusque les entrepôts. Donc, ça vaut la peine de faire le tour si vous voulez en savoir plus sur Costco, non seulement au Canada, mais globalement aussi. On a aussi quelque chose d'assez utile pour les membres, c'est de tout simplement mettre recyclage pour aller chercher pour le terme. Et là, vous trouvez information sur le recyclage qui vous donne la chance pour vos anciens stéréos, anciens télé, hazmat, n'importe quoi que vous voulez, dans votre garage ou chez vous, que vous ne savez pas comment vous en débarrasser. On a une liste pour chaque catégorie, où exactement aller. Vous mettez votre code postal, votre code postal et ça va vous donner l'adresse où aller pour chaque produit. Il y a comme une douzaine de catégories pour ça. Donc, je trouvais que c'était utile pour les membres d'avoir quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'eux aussi peuvent faire, s'ils peuvent faire quelque chose. Et souvent, c'est de faire recycler plusieurs de nos items qu'on a à la maison. Donc, pour que ça fasse aussi d'autres items. Pour tout ce qui est circulaire, l'économie circulaire qui s'en vient, je vais donner quelques exemples. On en a plusieurs quand même. Par exemple, le carton qu'on utilise, on retourne ça au dépôt, on vend tout ce qui est carton à Cascade. Cascade fait d'autres produits et on vend les produits de Cascade dans nos entrepôts. Donc, c'est une économie circulaire pour ça. Pour les bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau Kirkland, vous allez voir, c'est 100% matière recyclée. Pour les bouteilles sont achetées des bacs bleus en Ontario. Notre fournisseur va chercher 80% des bouteilles qui sont dans les bacs bleus en Ontario et les vend à Kirkland Signature, notre marque maison, pour avoir du plastique avec 100% matière recyclée. Lorsqu'on ne peut pas s'en sortir avec le plastique, on essaye de plus en plus, on travaille avec les achats pour mettre plus en plus de matière recyclée
dedans. Ça réduit, par exemple, une bouteille vierge en plastique vierge par rapport à 100% matière recyclée, c'est la moitié des gaz à effet de serre. Vous pouvez les couper en moitié lorsque vous avez 100% matière recyclée. L'autre qu'on fait, c'est du compostage dans à peu près une vingtaine de nos entrepôts où, justement, il y a l'infrastructure. C'est surtout ça. Donc, à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, probablement cette année à Edmonton. Halifax, ça fait longtemps qu'ils ont leur infrastructure là. Donc, pour ceux-là, nos déchets qu'on ne peut pas donner, donc le manger qu'on ne peut pas donner se fait ramasser. Et ça, c'est l'exemple à Vancouver. Ça va dans l'intérieur de Colombie-Britannique. Ça prend 1 an pour faire la matière organique. La matière organique, elle est le plus haut niveau, donc ça prend 1 an pour la faire. Et ça donne, ça fait pousser les hops en anglais pour faire de la bière organique. Et ça fait aussi du manger pour les vaches à lait. Donc, le lait devient organique. Et là, ça se vend aussi en Colombie-Britannique. Donc, ça, c'est une de nos meilleurs exemples qu'on a. On a 3 ou 4 très, très bons exemples de matière de tout ce qui est circulaire. J'aimerais en avoir plus. Je pense qu'on va en avoir plus dans le futur. Il s'agit d'être organisé pour, par exemple, être un peu plus vertical dans la façon qu'on va chercher les choses. Donc, par exemple, pour les poulets, 60% des poulets, on les pousse nous-mêmes. Donc, c'est intégré. On appartient d'opération d'élever les poulets à Nebraska, aux États-Unis. Et ça nous a provisionné 60% de tous les poulets qu'on a. Est-ce qu'on va en faire de plus de ça dans le futur? Donc, s'il y a des crises ailleurs, est-ce qu'on va en faire plutôt les choses nous-mêmes? Ça se peut. Ça, c'est quelque chose que dans le futur, dans l'alimentation, c'est quelque chose qui est possible. D'avoir nos propres serres, d'avoir nos propres choses. C'est la tendance, c'est quelque chose qui est facile à dire, une autre affaire à faire. Ça prend beaucoup d'investissement pour faire ça. Mais je pense que ça, c'est un élément dans le futur, dans notre secteur. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Une chose que les gens peut-être ne réalisent pas toujours, c'est que pour la responsabilité élargie des producteurs, on dit souvent, mais pourquoi vous vendez du plastique? Il faut que ce soit du plastique recyclable. Vous avez du plastique partout dans nos bacs. Donc, c'est peut-être vrai qu'il y a beaucoup de plastique, mais les gens, souvent, on a un programme pour réduire nos plastiques et on les réduit de plus en plus. Et on remplace beaucoup de choses avec le carton recyclable maintenant. On travaille sur environ 400 items à la fois pour les changer en ce moment. Donc, vous allez voir beaucoup de changements. Il y en a beaucoup dans les derniers 6 mois. Vous allez en voir davantage. Donc, on ne réalise pas souvent que la responsabilité élargie des producteurs, ça veut dire aussi que Costco et nos fournisseurs payent un montant sur chaque item. Donc, chaque boîte de céréales, chaque plastique que vous achetez, il se trouve avoir des frais là-dessus qu'on paye. Et ça va payer pour les bacs bleus des municipalités. On sait qu'en Colombie-Britannique, c'est 100% qu'on paye. Au Québec, c'est 80%. Et en Ontario, ça risque d'aller de 50% à 100%. Mais souvent, les gens ne réalisent pas qu'on paye pour le système de recyclage, le ramassage à la rue. Ça, c'est les détaillants, les fournisseurs qui payent. Ça, ce n'est pas une nouvelle idée. Ça, c'est quelque chose que ça fait depuis que moi, je m'ai joint à Costco. Ça existait il y a 15 ans. Tout ce qui a changé, c'est le montant qu'on paye. Ce n'est pas le fait qu'on paye pour le recyclage aujourd'hui que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais souvent, lorsqu'on voit des items ou des reportages un peu plus faciles, un peu plus sommaires, on a l'impression que c'est quelque chose de flambant neuf, de nouveau, que les producteurs sont maintenant responsables pour leur emballage. Ça fait quand même facilement 15 ans que ça se passe comme ça. Et j'ai parlé un peu des dons tout à l'heure. On a 422 organisations qu'on fait affaire avec. Ça a augmenté de 25% dans la dernière année. On est très fiers de ça.
Et ça, c'est à peu près le morceau de notre travail qui est le plus valorisant, je dirais. C'est d'aider tellement de communautés avec la bonne qualité de produits, de la bonne protéine qui ont vraiment besoin. Donc, je voulais juste finir aujourd'hui en parlant un peu de l'empreinte écologique des Canadiens. L'empreinte écologique de chaque Canadien, c'est vraiment, étant donné le pays, le froid, donc on doit vivre avec, on parle de 30 de notre empreinte écologique est pour le manger. Seulement 10 est pour l'emballage. Mais souvent, on va parler 90 de l'emballage en pensant que ça va régler le problème. On va souvent parler de les sacs. Hein, on a parlé tout à l'heure de la réglementation qui s'en vient pour les fourchettes en plastique, les couteaux en plastique, et ainsi de suite. L'emballage, c'est seulement 10 30 c'est l'habitat, parce que pour nous, il faut chauffer, la climatisation aussi au Canada. C'est un peu démesuré par rapport à d'autres pays, parce qu'on est un pays froid. Le transport, un pays énorme pour le transport. Donc, ces trois morceaux-là, vraiment, ça, c'est la responsabilité vraiment de chacun de nous pour regarder ça. C'est vrai qu'à Crosco, on va chercher des grosses quantités. Et comment est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des grosses quantités avec des gros emballages et en même temps être écolo? Hein? Ça, c'est une question qu'on se pose assez souvent. Mais la meilleure façon de regarder, je pense, le détaillant Costco, lorsqu'on est en bureau et on est très soucieux de l'environnement, c'est justement d'aller chercher les grosses quantités à faible prix par rapport aux autres et de faire sûr que lorsqu'on a du manger, par exemple, de bien l'entreposer, de bien l'utiliser. Pas d'utiliser un morceau après mettre le reste à la poubelle. Lorsqu'on est organisé et on vend plusieurs appareils qui peuvent vraiment étirer le budget très, très, très loin, c'est que ça prend de l'ouvrage pour faire ça et ça prend de l'organisation pour faire ça. Et j'aime bien cette diapo-là parce que ça montre souvent qu'on va parler de quelque chose, souvent de l'emballage. Hein? On a vu les lois, c'est tout sur l'emballage. Tandis que le 90 les gaz à effet de serre de chaque Canadien est causé par choses autres que l'emballage. C'est surtout notre mode de vie. C'est surtout le montant de manger qu'on mange et qu'on on va pas faire du compost avec. On va le garocher à la poubelle trop souvent. Et le transport, ben, une personne dans une voiture qui va aller-retour au travail pendant 1 heure de temps, c'est sûr et certain que ça ne va pas aider les choses côté environnement. On espère que les voitures électriques vont faire un changement, oui, mais la voiture électrique prend 2 fois l'empreinte écologique pour faire cette voiture-là que la voiture normale. Donc, il y a toujours une espèce d'équilibre puis un trade-off qu'on doit faire tout le temps en environnement. Ça n'existe pas une réponse ou surtout une solution parfaite en environnement. On va voir ça avec les voitures électriques qui vont être branchées au Québec avec beaucoup moins d'empreintes qui vont être branchées en Alberta, par exemple. Donc, mais c'est surtout le mode de vie qu'on a. C'est ça vraiment qui contribue le plus à la planète. Et c'est vraiment ça la responsabilité de chacun de nous. C'est d'assurer que c'est beau faire le recyclage dans l'emballage. C'est souvent l'exemple que les gens me disent le plus. Moi, je recycle beaucoup chez nous avec mon emballage. Mais dans le fond, c'est le 90 qui va faire la plus grosse marque pour nous, pour chacun entre nous, pour la planète. Luc, je t'arrête juste une petite seconde. Il y a quelqu'un qui tente de rentrer, mais c'est toi qui es maintenant le host. Alors, si tu pourrais redonner le host à Marwan, si tu veux bien. Oui, j'ai fini, puis il a juste marqué Guy Lafleur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je finissais juste comme ça. C'est parfait comme intervention. Donc là, ce que je fais, Marwan, est-ce que là, je m'en vais dans participant? Ouais. Je redonne à Marc.
moi ou Marwan. C'est juste que quelqu'un qui essaie d'entrer, de nous rejoindre. Puis c'est toi qui es le host maintenant. Donc, c'est toi qui recevais le. Ah, OK, on le voit avec. Là, tu l'as? Oui. Tu l'as? Ah, OK. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci pour cette présentation et sans plus tarder, on va donner la parole à Benoît qui... Si vous voulez me partager... Ah, oui, je pense que je peux. Ah, je ne peux pas partager. Si vous voulez me partager... Ça arrive. C'est encore Luc qui est host. Luc, tu votant devant l'image de Marouane, tu vas voir 3 petits points en haut à droite. Clique là-dessus. Ah, OK, tiens, je vais le faire. Là, je viens de voir que j'avais le contrôle dessus. Fait que vas-y, Marouane, c'est toi qui as le contrôle. Tu peux l'envoyer à Benoît. Désolé. Merci, Luc. Ouais. Benoît, c'est bon, tu es animateur? Tu es en sourdine, Benoît. J'y arrive. Continuer. Je vais sur mon écran. Je commence au début. Je vais en mode... Alors, si vous avez des questions tout le long de la présentation, n'hésitez pas à m'arrêter. Ben, non, c'est pas ça que je devais faire. C'est pas grave. Voilà. Là, vous devez voir ma présentation là. J'ai pensé vous faire une présentation sur un bref rappel sur le dernier rapport du GIEC. Par la suite, vous parler des enjeux climatiques dans la région, un peu qu'est-ce que le Credo fait, mais aussi et surtout des opportunités. Des opportunités ou des changements qu'on doit voir dans nos pratiques d'affaires. Le début, je vous avertis, c'est pas très jojo, là, même un peu donnant. Mais bon, c'est le jour de la Terre. Lorsqu'on parle des changements climatiques, on parle beaucoup, puis on pense beaucoup de l'ours polaire sur la banquise. Là. Ça a été souvent l'image qui a été répétée et répétée, et l'élévation du niveau de la mer. Mais bon, c'est beaucoup plus que ça. C'est une suite de conséquences là, qui vont jouer beaucoup sur notre façon de consommer et de vivre sur le territoire. Je vais vous en donner quelques exemples, là, mais chacune de ces lignes là, pourrait être le sujet d'une thèse de doctorat, mais je n'ai que quelques minutes. Disclaimer, je vais parler beaucoup de l'Outaouais, parce que bon, je représente le Credo, l'Outaouais, puis les données sur lesquelles on travaille, c'est des données souvent, très, très, très souvent, qui viennent de la part du gouvernement du Québec. Ici, les données que je vais vous présenter, c'est les données qui ont été développées par Urana, c'est un consortium sur les changements climatiques. Vous trouvez comme beaucoup de données extrêmement fascinantes. Pour la région de l'Outaouais, qu'est-ce qui s'en vient, là? C'est beaucoup plus de chaleur l'été. Les étés de notre enfance vont être qu'un doux souvenir. On va passer de 6 jours de canicule à 20 à 30 jours d'ici 2040. Il faut penser dans ces termes-là quand on arrive à des projets au niveau bâtiment, au niveau îlot de chaleur, beaucoup dans les stationnements, là, il va falloir revoir la façon de faire nos stationnements parce que c'est des îlots de chaleur et c'est assez problématique. Il est à prévoir une multitude de règlements, non pas juste pour les stationnements existants, mais les stationnements futurs, mais les stationnements existants. Il y a beaucoup d'adaptations au changement climatique. Au niveau infrastructure, l'hiver, il va y avoir beaucoup plus de périodes de gel, dégel. Je me mets dans la peau des élus là, qui sont accablés au printemps sur les nids de poules. Ça va être un cauchemar. En fait, les coûts là, de gestion de l'infrastructure vont être décuplés.
Pour beaucoup des bâtiments, que ce soit résidentiel ou commercial, il va falloir revoir, adapter ces bâtiments-là. Justement, hier, là, dans la région de Montréal, il y avait beaucoup de citoyens qui faisaient de la pression sur leur arrondissement parce qu'il y avait toute une question de vibration, mais aussi qui nuisait à la fondation des bâtiments, mais aussi à la question de sécheresse là, qui nuit à certains bâtiments. Ça va avoir aussi un impact sur l'industrie touristique, les stations de ski, les patinoires, le canal Rideau, beaucoup de choses qui vont devoir être revues. Toutes les stratégies d'adaptation aux activités d'hiver, de printemps, il va y avoir beaucoup d'investissements à faire. Et justement, hier, il y avait un programme du gouvernement du Québec qui était annoncé, des dizaines de millions là, pour accompagner des acteurs touristiques dans des stratégies d'adaptation pour diversifier leurs activités. L'eau, beaucoup d'enjeux par rapport à l'eau. Ce n'est pas tout le territoire qui est desservi par un système d'aqueduc. Il y a beaucoup de gens qui vont devoir revoir leur gestion de l'eau. Au Canada, on est bénis, nous avons 20% de l'eau potable, mais on commence à vivre des pénuries d'eau au Canada. Toute la gestion de l'eau pour les entreprises, pour les développeurs immobiliers vont devenir de plus en plus un enjeu qui va devoir être adressé plus sérieusement. Ici, par rapport aux questions de pluie extrêmes puis aux inondations, là, deux notions. Il y a les inondations printanières dans le bassin versant qui est énorme, là, qui nous ont touchés en 2017-2019, mais il y a aussi la question des pluies extrêmes. Il va y avoir de plus en plus de périodes de pluie extrêmes, qu'est-ce qu'on appelle des flash flows. Hein. Il va falloir travailler là, pour assurer une plus grande rétention de l'eau puis être moins vulnérable, là, surtout dans le cas du bâtiment. Risque de glissement de terrain. 2013 on a connu un flash flow là, qui avait comme amené meilleure connaissance par la suite du territoire. Là. Il y avait beaucoup de zones de terrain, de glissement de terrain qui ont été relevées. Puis c'est ça qui a mis un peu comme une croix sur le projet du train touristique vers Wakefield. C'est les changements climatiques. C'est clairement associé au changement climatique. La vulnérabilité du territoire, des sols, a fait qu'aucun ingénieur était prêt à se commettre pour rétablir le service du train léger. Puis, tu sais, qu'est-ce que nous dit le rapport du GIEC? C'est qu'il va falloir, parce que pour limiter la hausse du changement climatique, il va falloir consommer autrement. Et il va falloir accélérer là, de la façon le type de produits, de services qu'on offre à notre clientèle. Les plastiques, comme le dit Luc, les plastiques, c'est un début, mais ce n'est qu'un début. Il va y avoir beaucoup plus de changements à faire qui vont arriver, puis je vais vous démontrer comment. Finalement, c'est ça. Consommer autrement, capter le carbone. Il va y avoir beaucoup plus de projets de captation de carbone par des infrastructures naturelles et autres. Beaucoup de projets de diminution de gaz à effet de serre. S'adapter aux risques. Pour les entreprises, ça va être extrêmement important d'avoir cette notion-là de réduction du risque. Puis se réinventer son modèle d'affaires. Le credo, une photo ici qui génère beaucoup de fierté chez moi. C'est l'équipe du credo. On est une vingtaine de professionnels. Comme président, c'est Marc Bureau, ancien maire de Gatineau, qui est notre président. Sinon, on a un CA qui représente la région. On a une vingtaine de personnes qui travaillent sur une cinquantaine de projets à travers la région de l'Outaouais. Notre mission, c'est de rallier les forces vives, une action concertée pour mettre en place des actions. Beaucoup, dans les actions, puis ça m'amène à des actions concertées sur toute la question des collectivités durables. Je parlais beaucoup d'îlots de chaleur tout à l'heure, puis d'augmentation de la température. On assure des projets de verdissement. L'année passée, on a obtenu plus de 2 millions de dollars en financement du gouvernement du Québec
pour assurer des investissements en foresterie urbaine. Là, on a des projets dans le parc industriel de Tursault et celui de Gatineau pour adapter les parcs industriels. Quand on parle de 20 à 40 jours de canicule, ça va nuire à la productivité des entreprises. Il faut immédiatement planter des arbres pour qu'on puisse avoir les bénéfices dans les prochaines années pour réduire la température dans ces zones industrielles. Sinon, c'est les coûts de productivité, mais aussi de climatisation, et ainsi de suite, là, qui vont en découler. Économie verte, on accompagne la région, les entrepreneurs pour des stratégies en économie circulaire. Là, on va voir de plus en plus des opportunités pour la production d'énergie, que ce soit du gaz naturel renouvelable avec la matière organique, la matière ligneuse. On est en train de produire des études dans ce contexte-là. Hydrogène revert. Je pense à vous, Luc, il va y avoir des opportunités pour inclure de l'hydrogène dans votre modèle d'affaires, que ce soit pour les lifts en entrepôt et autres là, pour le chauffage, mais surtout pour les lifts en entrepôt, là, il va y avoir des opportunités de transition là. Sinon, on travaille sur toute la question des protections des milieux naturels en tant qu'infrastructure pour la gestion de l'eau, puis la captation du carbone, mais aussi en développement touristique. On travaille en ce moment, là, puis c'est une grande fierté chez nous, là. On travaille sur un projet dans le Pontiac pour un aire protégée de 115 000 hectares. C'est un gros pan de l'Outaouais qu'on cherche à protéger pour en faire un parc, un aire protégé pour assurer du développement agriculture-touristique. Il y a de l'argent. Tous ces changements-là on parle de plus en plus de tarification du carbone, là, puis de leviers financiers. Si on regarde à qu'est-ce qu'on paye au Québec aujourd'hui pour la tarification du carbone, et c'est sensiblement une chose en Ontario. Puisque c'est deux systèmes différents. Au Québec, on a un système de bourse de carbone avec la Californie. Aujourd'hui, on paye 11 sous du litre. Ça, c'est une slide que je présente aux élus. Ça. On paye 11 sous du litre. Ce qui représente là, 44 millions de dollars d'argent qui quittent la région à tous les années pour aller au Fonds vert à Québec. Dans le cas de l'Ontario, dans une optique 2030 avec une tarification du carbone à 170 $ la tonne, ben, c'est beaucoup d'argent qui va aller qui va quitter la région, l'Outaouais. En fait, ça va amener de la pression. Là. On va se rendre inévitablement à 170 $ la tonne. Il faut savoir aller chercher cet argent-là pour le réinjecter là, dans la région. C'est un peu mon discours aux élus. Il faut se présenter avec des projets, sinon, encore une fois, c'est de l'argent qui peut quitter la région, puis on n'aura pas les moyens pour assurer une transition énergétique. Puis bon, au Québec comme en Ontario, on n'est pas producteur d'énergie fossile, là, parce que ça contribue au déficit commercial là, de nos deux provinces. Parce que l'énergie fossile, ça ne génère pas de la richesse chez nous. Il faut assurer l'électrification. Encore là, je suis un peu sceptique sur l'électrification parce que essayer de trouver une voiture électrique aujourd'hui, on parle de 2-3 ans d'attente pour obtenir une voiture électrique. Les leviers financiers sont là. On parle de plusieurs milliards de dollars, là, que ce soit dans le budget provincial ou fédéral. Puis j'ai mis une statistique un peu fallacieuse. Qu'est-ce que ça pourrait représenter au prorata de la population, ces milliards-là? Mais on s'entend que l'Outaouais ne contribue pas autant que d'autres provinces, d'autres régions à l'augmentation des gaz à effet de serre. Les gains ne sont pas nécessairement les plus grands en Outaouais, mais il y a quand même des leviers financiers sur lesquels on peut se positionner. Tout à l'heure, je parlais de production de GNR, d'hydrogène. Il y a un positionnement stratégique qu'on peut avoir en Outaouais. La proximité de l'Ontario n'est pas étrangère à ce positionnement-là.
Un des leviers qui est disponible en ce moment pour les entreprises, c'est le fonds EcoLeader. C'est le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui a mis à disposition d'un programme dans l'ensemble des régions du Québec. Le Credo est le partenaire du fonds EcoLeader. On a un agent EcoLeader qui accompagne les entreprises pour aller chercher du financement. C'est plus que 18 millions de dollars qui est disponible aux entreprises pour faire des projets en 11 thématiques qui sont ici, assurer la transition écologique. Plus concrètement, ça ressemble à un financement qui peut aller jusqu'à 40 000 jusqu'à 60 000 à hauteur de 75 pour amener des projets de transition écologique. Pour ce faire, seulement taper fonds EcoLeader dans Google, vous allez retrouver les coordonnées de Frédéric, qui est notre agent EcoLeader en Outaouais. Que si vous voyez des opportunités pour la transition énergétique, en voici un levier financier. Voilà. Moi, j'ai une question, Benoît, oui. rapidement. Tu parlais d'élus municipaux tantôt. Oui. Lorsque tu fais la présentation, parce que étant moi-même issu du monde municipal il n'y a pas très longtemps, j'essayais moi-même de convaincre les élus de pouvoir prévoir des éléments du carbone. C'est-à-dire, on sauve le carbone, on le monnaie, on fait de l'argent avec, on achète des camions de pompiers plus performants, électriques, dans un sens, on sauve encore de l'argent, puis on ramène de l'argent, c'est moins cher pour les contribuables, on augmente le niveau de service. C'est extrêmement difficile de les convaincre. Est-ce que tu vis la même chose? Ah! Bienvenue dans ma tête. Non, c'est pas facile d'amener une transition, là. Il y a des élus, il y a quelques champions là, qui comprennent et qui veulent offrir des services. La pression vient beaucoup des citoyens qui veulent voir des actions concrètes, veulent voir des opportunités. Au niveau des élus, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus là, dans la dernière cohorte d'élus, ceux qui ont été élus l'automne passé, c'est toute la question de la protection des milieux naturels. Les gens veulent protéger la nature qui se trouve près de chez eux, puis ils sont prêts à contribuer. Beaucoup d'études économiques qui le démontrent, là, les gens sont prêts à avoir une augmentation de taxes pour protéger les milieux naturels près de chez eux. On ne parle pas de protéger des forêts à l'autre bout du monde, mais près de chez eux, les gens sont prêts à contribuer pour protéger les milieux naturels. Il y a de ça. Il y a toute la question, puis c'est ça, il y a beaucoup de ça là, dans la pression auprès des élus. Mais c'est très abstrait encore. À leur défense, c'est très abstrait, c'est quoi les solutions, c'est quoi les leviers. Il y a beaucoup de bruit de fond sur les actions à porter, qui sont les leaders, où sont les financements, c'est compliqué. On espère que les leviers vont être plus clairs pour y arriver, puis les opportunités là, de sortir d'air. Je pense qu'on va... Ça a été nommé d'ailleurs ce matin dans la presse, là, sortir de la dépendance à la voiture. Là. Il va falloir... Puis même dans les entreprises, là, si vos employés, pour venir travailler chez vous, sont dépendants de la voiture solo, vous perdez un avantage concurrentiel. Ça coûte cher, une voiture. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi le débat sur la question de le positionnement de l'hôpital à Gatineau, le futur centre hospitalier. On a amené un discours sur l'accessibilité de ce centre hospitalier-là, 5 000 employés. On est persuadé que mettre cet hôpital-là, non près comme à l'extérieur des zones urbaines, était une erreur stratégique extrêmement grave en termes de rétention d'employés. Un gros problème de rétention d'employés et d'amener les gens à dépendre encore de leur voiture pour des gens qui font des salaires non pas très élevés, là. C'est une erreur stratégique énorme pour le CISO. C'est l'un des positionnements plus politiques qu'on a pris dernièrement. Là. Je pense que vous avez compris, on est beaucoup axé sur les projets, mais une fois de temps en temps,
on fait œuvre de pédagogie en sortant contre des projets de ce type-là. L'autre élément que j'avais comme question, puis je vais m'arrêter là, c'est au niveau du schéma d'aménagement. Si on parle de Gatineau, par exemple, est-ce qu'il y a à ta satisfaction, Benoît, assez d'éléments qui préservent justement, tu parlais des parcs tantôt, de la nécessité pour la population mais est-ce que ça se reflète également au niveau du schéma d'aménagement? Est-ce que tu as vu des changements depuis les dernières années? Il y a des indices intéressants, mais je pense que les villes, puis il y a la ville de Gatineau, mais tout ce qu'on trouve dans les collines de l'Outaouais, là, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plus de permis de construction, ben pas plus, mais il y a beaucoup de permis de construction qui se donnent dans les collines de l'Outaouais que Gatineau. Fait que l'étalement urbain se produit là. Il y a un travail qui doit être fait pour établir les zones de conservation, Ouais. puis de prioriser. On ne peut pas tout protéger, mais on doit prioriser qu'est-ce qui doit être protégé en lien avec les zones humides. Je parlais beaucoup de gestion d'eau. Des espèces en péril. Personne ne veut être pris avec la rainette sur son terrain une fois qu'on a commencé un projet. Puis les corridors écologiques. Une notion qui mérite d'être expliquée davantage auprès des municipalités. Oui. Et la collaboration entre elles, la coordination entre elles, parce qu'on voit tous les schémas d'aménagement selon nos propres réalités locales, mais on ne les adapte pas nécessairement toujours. On le fait, là. Il y a une amélioration, mais c'est pas tout à fait au niveau de ce qu'on aurait voulu encore aujourd'hui. Collaboration au niveau de l'établissement du schéma d'aménagement régional, mais en collaboration avec les autres municipalités, puis en coordonnant tout ça. Mm-hmm. Parce que, Ouais, tu sais, la question, tu sais, on parle beaucoup de crise climatique, mais la question de la crise de la biodiversité est un autre niveau d'enjeu qui, des fois, m'empêche de dormir. Ça mérite d'être adressé, mais il y a beaucoup d'éducation à faire autour de ça. Oui, puis j'en parle au niveau de la Gatineau, mais c'est la même chose également à Ottawa. Là. On vit exactement les mêmes réalités, les mêmes difficultés. Peut-être que le processus de prise de décision peut être plus lent, plus rapide, dépendamment des enjeux politiques et locaux, mais il y en a. Je vais juste brièvement, Benoît, je salue Julie Potvin, notre présidente, qui est présente à la rencontre, qui est arrivée un petit peu en retard. On est tous des gens très occupés, donc merci Julie d'être là. Si tu as des questions, si tu as quelque chose, je te laisse intervenir. On revient avec toi, Benoît, tout de suite. Merci Marc, désolée de mon retard tout le monde. J'avais une autre rencontre, mais c'est super. Aucune question pour le moment. Alors vas-y, Benoît. Excuse-moi, je t'ai coupé J'avais la une parole. question pour toi, je suis curieux. Tu as été élu dans quelle administration? Je n'ai pas été élu. Je suis directeur général du RGA, nouvellement arrivé depuis le mois de février. Tu n'as pas été en politique municipale? Non, j'y ai été, mais de l'autre côté de la médaille, j'étais directeur général de municipalité pour 2 municipalités, Castleman et puis North Stormont. Donc, la réalité francophone, franco-ontarienne, et la réalité anglophone. D'un point de vue politique, j'ai été aussi directeur du développement économique à Hawkesbury, ce qui m'a permis. J'ai toujours transité, pas très près du Québec. J'ai grandi au Québec, donc je connais très bien les réalités québécoises, surtout de Gatineau. Je suis un gars de Gatineau originalement. Donc, je connais mon monde, mais évidemment, au fur et à mesure de ma carrière de directeur général de municipalité, on côtoie les politiciens de très près et puis les réalités locales. Et souvent, comme gestionnaire, c'était plus facile pour moi d'essayer d'amener les administrateurs, pas les administrateurs, mais les élus municipaux à mieux comprendre les enjeux qui venaient dans le futur, et puis prévoir d'avance. En Ontario, ils avaient sous le gouvernement libéral, il n'y a pas très longtemps, ils ont prévu quelque chose qui s'appelait la gestion des infrastructures municipales. Donc, les municipalités avaient l'obligation d'établir des plans de gestion des actifs sur une période de temps, donc 5, 10, 15 ans. C'est obligatoire, la loi l'obligeait. Puis la loi s'est raffermie dans un sens qu'on a obligé les municipalités à développer une conscience carbone en même temps. Donc là, on commençait à forcer les municipalités, légalement parlant, à prendre un virage dans le sens de leurs obligations face au carbone, puis prendre des décisions nécessaires en ce sens-là. C'est là où j'ai eu beaucoup de difficultés à ramener les décideurs locaux vers ce que le législateur provincial exigeait. Oui. Non, c'est ça. Des mandats de 4 ans, c'est la limite de la démocratie, là. Il faut avoir une vision à plus long terme, puis il faut accompagner les élus dans cette perspective-là. Là.
On n'est pas encore rendu à avoir des élus qui veulent gagner des élections en parlant de réduction du réseau routier. Exact. C'est pas vendeur. C'est ça. Moi, j'attends ce jour-là. En fait, tu sais, ça se fait. Comme à Laval, ils ont commencé à enlever des tronçons, des bretelles d'autoroute, tu sais, mais ça s'est vu 2-3 fois, mais c'est rare, là. On ne gagne pas des élections en premier temps, moins de routes, moins de ponts. C'est pas l'impression qu'on a à Ottawa actuellement avec le train léger qui se construit, c'est à 174 là, dans le bout d'Orléans. On a vraiment l'impression du contraire. Ouais. Julie, ta main est levée. Oui, merci. Écoute, Benoît, tu as fait référence à l'hôpital de Gatineau, qui est vraiment un enjeu là, par rapport à où est-ce que l'hôpital va être situé. D'ailleurs, à cause de mon travail de tous les jours, j'ai eu des gens d'affaires assez affluents dans la communauté pour voir si on pouvait faire justement une recherche en ce qui concerne l'emplacement, du point de vue d'attirer, retenir la main-d'œuvre, comme que tu as fait allusion. Puis aussi, dans nos recherches comme boîte de consultation en RH, non seulement au Canada, mais au niveau global, pour attirer, maintenir la main-d'œuvre d'aujourd'hui, c'est beaucoup axé sur avoir un alignement sur les valeurs de la jeunesse, les gens qui rentrent dans le milieu d'affaires. On sait que Generation Y, c'est la plus grande génération dans le milieu du travail en ce moment. Puis ils sont beaucoup préoccupés par les positions que les organisations prennent justement dans les enjeux sociaux, économiques, environnementaux. Donc, est-ce qu'il y a peut-être possibilité de faire changer les choses au niveau des gouvernements qui sont focusés sur attirer, maintenir la main-d'œuvre, l'immigration, ces choses-là, mais avoir, excusez l'anglicisme, mais un social corporate responsibility qui amène une discussion plus large, qui amène vraiment une valeur pour démontrer c'est quoi leurs actions pour, en ce qui concerne l'environnement? Un discours en développement durable, ça prend du temps. Puis, le gouvernement du Québec, le CISA a voulu aller vite. Là, puis dès que j'ai vu l'automne passé, là, certains ingrédients, j'ai fait non, ça part mal. Là. On va perdre du temps en voulant aller plus vite. Puis, parce que justement, il n'y avait pas de consensus. Puis, le temps a démontré que on était les premiers à sortir là, puis à poser des questions là, contre ce projet-là. Il y a eu une traction très claire. La Chambre de commerce, les associations citoyennes, les groupes environnementaux, bien sûr, d'anciens élus là, influents de la région, des élus Chelsea, Gatineau, beaucoup de questionnements. Tout est plus compliqué. C'est compliqué maintenant d'arriver à faire du développement. L'idée de magique, là, de construire comme un peu comme dans SimCity, là, ça fonctionne plus. On peut pas penser travailler comme ça. Et la question des valeurs, la protection de l'environnement devient, comme tu l'as dit, là, vraiment un incontournable. Là. Pas le choix. On n'a pas le choix. Puis moi, ça me fâché de voir le gouvernement s'entêter et de ne pas vouloir écouter les gens. Le ministre de la région, là, je trouve ça un peu dommage. J'ai entendu un rapport ce matin à la radio, justement, pour la Journée de la Terre, que je pense que c'était 22 de la population avait un genre d'anxiété reliée directement à les conditions de l'environnement, pollution future, etc. Est-ce que vous avez des données qui pourraient être un petit peu plus approfondies là-dessus? En fait, ça tient plus de l'anecdote, mais j'ai perdu des employés qui travaillaient en environnement, qui étaient formés, maîtrisent, puis qui ont quitté l'environnement parce que c'était trop pesant. C'est juste trop pesant pour eux de gérer ça et de voir le niveau d'inaction du politique. J'ai vu la même chose au niveau des firmes d'ingénieurs spécialisés en environnement
services environnementaux et tout au niveau municipal également. Ah, c'est un peu dramatique de former des gens un peu comme des infirmières ou des enseignants qui quittent l'enseignement parce qu'ils ne sont pas backés, là. Il y a quelque chose où collectivement, on ne donne pas les moyens pour réussir sur des enjeux qui sont hyper importants. Mais ceci étant dit, les choses vont plus vite que jamais, là. On s'entend, là, les gens, il y a de ça, du monde qui veulent passer à l'action, mais d'un autre côté, le rapport du GIEC qui est paru cet été sur l'état de la situation, là, ils n'ont pas le dernier sur les actions à mener, là, mais sur l'état de la situation, relevait toute la problématique de la désinformation en Amérique du Nord. Moins ici qu'aux États-Unis, mais c'est ça qui retarde énormément. On a des élus qui parlent ouvertement qui désinforment là, ici, là, à Gatineau, qui désinforment sur la question climatique. Il y a comme un niveau de laisser aller, là, des choses qu'on ne trouve plus acceptables au niveau. La comparaison est peut-être un peu boiteuse, vous m'excusez, mais sur la question du racisme, aujourd'hui, un élu qui a des propos racistes va se faire, on a eu l'exemple dernièrement, va se faire tasser. Au niveau des changements climatiques, il y a encore c'est son opinion. Mais bon. Ouais. Puis là, tu mentionnais un peu la même chose avec Costco, pas tout à fait, pas la question raciste, mais la question environnementale, c'est-à-dire la conscientisation. Il y a des éléments encore qui restent à développer. Tu parlais de la publicité, tout ce qui touchait le marketing lié à ça. Il y a des éléments. On se donne une belle empreinte, on se donne une belle image corporative par rapport à tout ça, mais du même coup, on ne va pas encore assez loin. Il y a encore du travail à faire. Ça rejoint ce que Benoît dit dans le sens que on n'est pas rendu là encore, mais ça avance. Les choses progressent rapidement. Il y a une conscientisation qui se prend. Puis je vais me permettre, dans ces mots, de finir la rencontre. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez à dire, Luc et Benoît, par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Oh, très intéressant. Pour moi, le moment venu maintenant, c'est surtout que, je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça, mais le Environmental Social Governance, ESG, c'est très, très courant comme c'est là. Puis l'argent parle, veut pas. Donc, les grosses compagnies ont des actionnaires qui vont poser des questions, qui vont demander maintenant, ce n'est pas une option, combien d'eau vous utilisez comme électricité, de gaz, c'est quoi votre empreinte écologique? Ça ne veut pas dire qu'on a les moyens et qu'on a toutes les mesures aujourd'hui, mais c'est que les actionnaires bougent avec leur argent, leurs pieds, c'est sûr et certain que là, ce n'est pas une question de quand, c'est juste une question de on doit le faire. Là, exactement est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, je pense que le moment est vraiment venu pour ça, là. Puis j'ai vu ça surtout dans les dernières 2 ans, mais dans la dernière année, ça a pris une ampleur. On voit ça dans les journaux, dans les sections de business. On en parle souvent. Et on est jugé maintenant, à moins en partie. Costco a très, très bien été et pendant le COVID, on le sait. Mais même avec ça, les actionnaires ont dit non, vous n'en faites pas assez sur ce côté-là. Donc ça en dit non. Ça en dit non lorsqu'on a des ventes qui sont fantastiques à cause du COVID, mais non, on n'a pas oublié ce bout-là. Donc, moi, je n'ai pas vu ça dans ma carrière avant. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment s'y prendre, mais ça veut dire qu'il faut le faire. Et si ça ne va pas être fait par les grandes compagnies, ben, ils vont payer un prix. Donc, ça, je trouve que c'est un très bon développement dans la dernière année. Je trouve que ça va être très sain, ça, pour bouger les choses. Oui, tu as absolument raison, Luc. Nous, d'ailleurs, ça fait partie de nos objectifs comme Marsh McLennan Enterprise, qui est une des plus grosses boîtes mondiales en consultation. Puis même, on le voit, une demande des clients potentiels quand on a des appels d'offres. Maintenant, on voyait depuis quelques années dans les appels d'offres de démontrer la diversité, inclusion, équité, comment que nous, on l'applique à l'interne, puis vraiment des chiffres qui vont supporter ça. Puis maintenant, on voit vraiment le social governance par rapport à l'environnement. C'est quoi nos mesures, c'est quoi notre roadmap, c'est quoi nos plans. Donc, c'est non seulement au niveau des actionnaires, mais c'est aussi au niveau
des relations avec des fournisseurs, des clients potentiels qui demandent d'avoir du data, des plans concrets pour faire sûr que les partenariats, les relations sont alignés au niveau à ce niveau-là, qui était très intéressant. Oui, d'accord. Benoît, en terminant, il faut répéter ça en passant. Hein, on va vous réinviter à nouveau Non, en mais moi, je suis septembre. content. Il faut refaire. En terminant, moi, je suis content de vous rencontrer. Je travaille de plus en plus avec la Chambre de commerce à Gatineau. On se rencontre souvent. Si on peut continuer cette conversation-là, avoir des projets, ben, on serait bien, 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 bien heureux. Terminant, la transition va faire mal. Hein. Ça va être comme 70% de l'énergie qu'on consomme est facile. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à l'innovation pour assurer cette transition-là. Il va y avoir des perdants, des gagnants, mais ceux qui sont capables de voir des opportunités, là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de bonnes business à faire. Sur ce, merci beaucoup encore. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Et on se revoit très bientôt. Au revoir. Merci Luc. Merci Benoît. Merci Marwan. Merci. Merci.